Allô? Il y a quelqu'un? Si vous m'entendez actuellement, c'est que je suis déjà mort. Mais tout va bien. Je l'ai déjà été auparavant. Et il y a des façons pires pour occuper sa journée. Retenez seulement le fait que je vais revenir. Car je reviens toujours. Je serai là quand vous en aurez le plus besoin. Quand vous serez seul et perdu, en détresse. Quand le jour semblera lugubre et la nuit interminable. Je serai votre ami quand il n'y aura personne d'autre. Je me battrai pour vous quand tout espoir aura disparu, et je tiendrai votre main jusqu'à ce que la lumière s'estompe. Je sauverai votre vie, et je sauverai la mise, parce que je suis le docteur, et que c'est ce que je fais. Bonjour à tous et à toutes, je suis le Dr Key et je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne. Et aujourd'hui, nous allons continuer de parler des aventures du 9e Docteur chez Big Finish. Mais avant cela, j'aimerais vous parler un petit peu plus de Christopher Eccleston, comme j'ai pu le faire précédemment avec Derek Jacobi, et comme je compte également le faire avec Alex Kingston, Paul McGann, et tout autre personnage principal dont je vais parler sur cette chaîne. Christopher Eccleston nous vient tout droit de la Central School of Speech and Drama et s'est fait remarquer dans le film L'âge de vivre de Peter Medak en 91 avant de s'imposer comme un acteur brillant aux côtés de Kerry Fox et d'Ewan McGregor dans le film Petit meurtre entre amis de Danny Boyle en 94. Vous l'aurez probablement vu dans Les autres de Alejandro Amenábar ou dans Thor le monde des ténèbres et, bien évidemment, dans le rôle du docteur lors de la renaissance de la série en 2005. Et si vous avez tout bien suivi, vous savez que la BBC a mis du plomb dans l'aile de Christopher Eccleston en annonçant son départ sans le consulter au préalable sur le moment et la façon de s'y prendre, et en le présentant à la face du monde entier comme un acteur fatigué à seulement 41 ans. Fâché depuis lors avec la BBC mais pas tant avec son rôle, Eccleston est revenu dans la peau du Seigneur du Temps en 2020 pour nous offrir une saison de nouvelles aventures dont le dernier coffret est sorti en février 2022. Et aujourd'hui, nous allons parler du second volume du 9e Docteur, à savoir Respond to All Calls, sorti en août 2021, réalisé par Ellen Goldwyn, avec à l'écriture Lisa McMullin, Tim Foley et Timothy Ixatak. Contrairement à Ravagers, qui était un coffret qui présentait une histoire répartie sur 3 épisodes, Respond to All Calls est lui un coffret avec 3 histoires indépendantes séparées les unes des autres. On commence avec l'épisode Girl Deconstructed de Lisa McMullin où le docteur, alors qu'il suivait depuis son Tardis la migration du peuple des Séraphimes, capte un appel de détresse émanant d'une jeune fille de 15 ans, Marnie MacDonald, qui a tout simplement disparu physiquement et que son père, Kurt, ne peut plus voir ou entendre. Arrivé sur Terre à Dundee en 2004, le docteur fait équipe avec la détective Jana Lee qui enquête sur les personnes disparues pour retrouver Marnie qui a été moléculairement dispersée au même titre qu'une sacrée quantité de jeunes gens de son âge. Jana Lee fait son métier car dans son enfance, son meilleur ami Douglas a disparu et elle va apprendre dans cette aventure qu'il lui est arrivé la même chose qu'aux personnes qu'elle recherche. Dans les faits, les séraphimes, des êtres microscopiques, sont responsables de la disparition des personnes recherchées. Étant des êtres particulièrement intelligents et réceptifs, lors de leur migration et passant non loin de la Terre, ils ont capté la détresse d'une partie de la jeunesse et ont souhaité les aider et en fait les ont réduits à l'état moléculaire pour tenter de les emmener avec eux. Mais les humains étant moléculairement plus lourds que les séraphimes, sont restés sur place là où ils étaient quand ils se sont fait déconstruire. Douglas, par exemple, l'ami de Jana Lee, a également été moléculairement déconstruit et se trouve dans la même baraque depuis plus de 20 ans. Fort heureusement, le docteur, grâce à Marnie, va réussir à rentrer en contact avec la conscience des séraphimes et ceux-ci vont alors reconstruire les jeunes qu'ils avaient déconstruits à l'occasion. Étant dispersé depuis bien trop longtemps, Douglas ne peut être réassemblé et le docteur ne peut pas prendre le risque de retourner dans le passé pour pouvoir le reconstruire car alors la vie de Jana Lee s'effondrerait car elle s'est construite sur la disparition de son ami.
En revanche, le docteur va acheter la propriété et la laisser à Janali, et avec Douglas, ils vont rattraper tous les anniversaires qu'ils ont manqués, et puis le docteur va repartir pour de nouvelles aventures. L'épisode suivant est Fright Motive par Tim Foley, et il nous plonge dans le Paris de 1946 dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés en plein hiver. À l'hôtel Le Prestige vit Arthur Berger. En tant qu'homme afro-américain, Artie a quitté les États-Unis après la Seconde Guerre mondiale afin de pouvoir poursuivre sa carrière sans discrimination. Il travaille comme pianiste traditionnel à l'hôtel Le Prestige et joue également de la musique jazz à La Cave avec son ami Zazie Vincent le soir. Cependant, il a connu un chagrin considérable après la mort de sa mère qui a été enterrée sans qu'elle puisse le revoir. Son état l'a amené à attirer une créature sonore interdimensionnelle qui l'utilise comme conduit pour attaquer la musique et tuer les êtres trop bruyants. C'est alors que débarque le 9e docteur, qui est justement la poursuite de la créature en question. Ayant perdu son talent musical à cause du monstre, Artie va s'associer au docteur, à son ami Zazie et à son patron Maurice Lebon pour tenter de le stopper. Ils vont d'abord essayer de piéger la créature dans Notre-Dame, mais celle-ci réussit à les prendre de vitesse. Et Maurice Lebon va alors amener nos héros dans un appartement qu'il a gardé et qui était la propriété de son ancien amant mort durant la Seconde Guerre mondiale. Maurice va se sacrifier pour permettre à nos héros de gagner du temps, et Artie, Zazie et le docteur vont se retrouver à La Cave, là où ils jouent du jazz, et tandis qu'ils jouent, le docteur va réussir à piéger la créature de son et à l'enfermer dans une bouteille. La sensibilité musicale d'Artie lui revient, et alors, étrangement, il arrive à percevoir la tristesse que le docteur cache en lui, alors que celui-ci repart pour de nouvelles aventures encore une fois. Nous arrivons à la dernière histoire qui est Planet of the End, écrit par Timothy X. Attack. Le docteur va capter un signal de détresse sur la planète Occasus, qui est une ancienne planète funéraire. Celle-ci est surveillée par une intelligence artificielle robotique qui va à la rencontre du docteur à son arrivée et lui confisque son TARDIS et son tournevis sonique, et va essayer de l'occuper avant l'arrivée du sacristan Inge qui surveille la planète depuis l'espace. Le docteur baptise le robot Fred et se balade avec elle sur la planète, et une amitié va se développer entre les deux personnages. Mais Fred tient le sacristan informé, et celui-ci va finir par immobiliser le docteur au pied d'une grande pyramide d'or. Là, l'esprit du docteur va entrer en contact avec ce qui sommeille dans la tombe, à savoir le peuple de l'incorporation. Une race d'aliens d'affaires obsédés par l'argent et le profit, qui s'était éteinte au début de l'univers. Leur but était de monétiser le cosmos par tous les moyens possibles et imaginables, et ils ont élaboré un plan pour piéger le docteur et le forcer à lâcher de son énergie Artron pour les ressusciter. Après une torture mentale terrible, le docteur accepte de céder son énergie Artron à l'incorporation, mais avec des conditions. Il ne le fera qu'une seule fois par an, au cours d'un court moment où il pourra bouger ses yeux pour observer le soleil levant. Et durant les 89 années qui vont suivre, Fred, se sentant quand même coupable et se sentant aussi ami du docteur, va l'entretenir, lui couper les cheveux, lui raser la barbe. Et les 89 années écoulées auront permis au docteur d'envoyer un signal à Fred en code binaire avec le mouvement de ses yeux pour lui expliquer la situation. Fred va alors libérer de son immobilité le docteur, mais ayant laissé quand même une sacrée quantité d'énergie Artron nécessaire à la résurrection de l'incorporation, ils doivent trouver quelque chose pour canaliser cette énergie pour que les ennemis n'en profitent pas pour revenir à la vie. Et c'est finalement de façon accidentelle, lors d'un affrontement dans lequel était impliqué le sacristan Inge qui est un traître depuis le début, que Fred va se placer sur le faisceau d'énergie Artron émanant de la pyramide et devenir un véritable être vivant. L'incorporation vaincue pour de bon et le sacristan Inge mis hors d'état de nuire, le docteur va proposer à Fred, alors qu'il est sur le départ, de l'accompagner dans ses voyages, mais celle-ci préfère rester la gardienne d'Occasus. Ma foi, Respond to All Calls est un assez bon coffret, meilleur en tout cas que Ravagers, qui n'a pas eu de problème pour poser sa cohérence, et je trouve que ce n'est pas une si mauvaise chose d'enchaîner 3 histoires qui n'ont rien à voir. Eccleston est toujours bien évidemment très à l'aise dans son rôle et ça fait plaisir de l'entendre, et on a vraiment la sensation qu'il joue le docteur non pas tel qu'il l'a été dans la série, mais tel que lui-même voulait le jouer, à savoir joyeux, laissant de côté la guerre du temps, s'émerveillant devant n'importe quoi, profitant du moment présent et donnant toujours la sensation, mieux que quiconque je trouve, de débarquer d'une autre planète. On a des passages aussi dans les épisodes qui sont assez drôles, notamment un moment dans Girl Deconstructed où le 9e docteur est 2 fois dans la même pièce. On écoute. Spaceship in there. Ta-da! What? There are 2 of you? I haven't left yet. Oops!
Well, get a move on. We're all waiting here. I'm going! How are there two of you? There aren't. It's just me. Twice. Sorry about that. I'm gone! Ellen Goldwyn, la réalisatrice, dit à propos de l'épisode Girl Deconstructed que celui-ci est rempli d'humanité. Il présente des relations complexes avec les espérances des protagonistes en jeu qui eux-mêmes passent à côté de choses essentielles comme le fait d'apprécier ce qu'ils ont. C'est assez bien illustré par la relation fille-père avec Marnie qui est jouée par Myrène Marx et son père du coup, Kurt, interprété par Forbes Mason. L'absence de la fille, visible au moins, permet au père de se laisser aller davantage à ses sentiments. Et ainsi, Marnie va découvrir une figure qu'elle ne soupçonnait pas jusqu'à présent chez Kurt. Elle le voit beaucoup plus fragile, trébuché, et voit en fait que son père n'est pas insensible ou incompréhensible à elle forcément, mais qu'il est juste très maladroit. Ainsi, Marnie, qui souhaitait être ailleurs, redécouvre finalement que le père dont elle a besoin est juste là. Au travers de Jana Lee, jouée par Pearl Appleby, et de Douglas, joué par Benjamin Davis, nous sommes face à une acceptation du réel qui est beaucoup plus frappante et douloureuse, car si Jana Lee est devenue inspectrice à Scotland Yard à la recherche des personnes disparues, c'est bien parce que Douglas avait disparu de sa vie. Raison pour laquelle, comme je l'évoquais en résumé, le docteur ne peut pas revenir dans le passé, sinon Jana Lee serait elle aussi, d'une autre façon, une personne déconstruite. Déconstruite de ce qui l'a forgée à devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Pour ce qui est de l'épisode Fright Motif, en tant qu'auditeur, j'ai seulement le regret que la créature sonore présente dans l'épisode n'ait pas eu un traitement similaire à une que l'on peut rencontrer, qui est certes différente, dans l'épisode Scherzo, premier épisode du 8e Docteur de sa seconde saison dans la Main Range, et dont on parlera bien évidemment à un moment ou un autre. Ça aurait été l'occasion pour Big Finish de démontrer à nouveau la puissance de l'audio et de montrer qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire à l'écran. Ceci dit, pour ce qui nous intéresse réellement, l'épisode thématiquement est porté sur le deuil et sur la détresse psychologique. Il est intéressant de remarquer que le 9e Docteur se concentre avant tout sur l'affrontement et la capture de la créature plutôt que de s'intéresser réellement à Artie, qui est joué par Damian Lynch, et dont justement le chagrin et la détresse a invité cette créature sonore interdimensionnelle à venir dans leur monde. Le Docteur, ayant enfermé la souffrance qu'a été la guerre du temps dans ses deux cœurs, décide d'affronter le mal tel qu'il le voit et oublie qu'il ne s'incarne pas forcément toujours de façon physique. La détresse psychologique de Artie doit être soignée et assistée et non pas ignorée comme le docteur tente de le faire avec la sienne. C'est le personnage de Maurice Lebon, interprété par Adrian Schiller, qui va permettre au docteur de se remettre sur une voie un petit peu plus sensible et à l'écoute de Artie, notamment quand il va aider les héros en les emmenant dans son sanctuaire privé, qui était l'appartement de son ancien amant mort durant la guerre. Ouvrant son intimité aux autres et se sacrifiant pour eux, le docteur finit par reprendre conscience de ce qu'il avait loupé. Pour terminer, nous avons l'épisode Planet of the End, qui, comme vous l'aurez sans doute remarqué, fait une critique du capitalisme au travers de la race de l'incorporation. Des épisodes qui font cette critique, il y en a déjà eu dans Doctor Who, et je pense qu'il y en aura encore bien après. Et celui-ci, comme les autres, est assez bien en phase avec notre époque. De ce que j'en décrypte, le Docteur, avec son énergie Artron, est une ressource qui permettrait à l'incorporation de revenir à la vie. Une ressource donc qui veut être exploitée à tout prix par un capitalisme complètement mourant. Cette énergie devait d'abord être destinée, quand le Docteur s'est enfui, à un lapin, mais que le sacristan Inge va s'empresser d'aller jeter au loin. Et le fait que, à la fin, Fred se mette dans le faisceau d'énergie Artron au sommet de la pyramide et devienne quelque chose de véritablement vivant au-delà de la conscience qu'elle avait, me fait me dire que, probablement, le message est le suivant. Un capitalisme exacerbé tel que représenté par l'incorporation cherchera toujours à nuire au reste, dans le sens où il empêchera toute transformation, toute évolution, tout progrès qui ne va bien évidemment pas dans son sens et dans son intérêt. Cet épisode est donc, à mon sens, une invitation à chercher autre chose et à se mettre au service du vivant avant tout. Voilà pour ce qui est des épisodes. Maintenant, j'aimerais juste revenir un tout petit peu sur Eccleston. Dans les bonus DVD CD qui accompagnent ce coffret, Eccleston va jusqu'à confier que, entre chaque prise, il a une chaise sur laquelle il finit toujours par aller s'asseoir en étant
épuisé. De fait, les sessions d'enregistrement sont assez intenses et épuisantes. Alors, ce n'est pas parce que c'est un acteur fatigué, comme le dirait la BBC, et même s'il approche des 60 ans, mais parce que Eccleston aime énormément son rôle et il y met une énergie folle. Même si c'est que de la performance audio, tenir un rôle à ce point et à ce niveau peut être extrêmement fatigant. Après, c'est de la bonne fatigue. Et moi-même ayant décidé de faire acteur-comédien, je sais de quoi je parle. Voilà, maintenant cette vidéo est quasiment terminée, j'espère que vous l'aurez appréciée et que vous aurez apprécié les épisodes qui ont été présentés ainsi que l'analyse que j'en ai fait. Je fais bien finalement de pas spécialement me mettre de date, c'est bien de dire que je fais une vidéo par mois, mais pas préciser quand, c'est encore mieux. Mais ne vous inquiétez pas, de toute façon la prochaine arrivera et nous allons repasser aux aventures du 8e Docteur avec un coffret audio qui est tout récemment sorti, qui est Doctor Who The Further Adventures of Charlotte Pollard, donc un coffret qui vient se placer à peu près à la moitié des épisodes qu'on avait traités en parlant de la première run du 8e Docteur dans la main range de Big Finish. Mais d'ici là, portez-vous bien, c'est le plus important.